Souvent, on dit qu'une forêt, tu la plantes pas pour toi, mais tu la plantes pour tes enfants et tes petits-enfants. C'est eux qui vont vraiment voir les fruits. Sur le parti fiscalité aussi, il y a des aides qui sont faites. Il y a un régime fiscal qui est bien défini pour la forêt, tout simplement parce que l'État ne peut pas, en tant qu'investisseur, mais soutenir toutes les forêts en France, a besoin d'un relais des investisseurs privés. C'est là-dessus où on se base aussi pour les objectifs qu'on met de performance qu'on présente aux investisseurs, c'est qu'il y a un indice qui est construit par les SAFER et qui produisent un indice de l'hectare de forêt en France. C'est le comparable au prix du mètre carré en immobilier, c'est exactement la même chose. Si on laisse la forêt et les arbres croître, oui, demain, notre investissement aura plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le podcast de la bonne fortune, de recevoir de nouveau, on va même pouvoir dire, Mathieu Floch. Je dis de nouveau parce que on avait déjà fait un enregistrement pour cette émission, mais malheureusement, il y a eu un petit souci technique. La qualité du son n'était pas forcément des plus qualitatives et donc on a préféré revoir ça. Et Mathieu, déjà, je te remercie pour revenir en selle, pour voir tous ces sujets importants. On va partir un petit peu s'oxygéner, s'aérer un peu l'esprit, la tête, avec décrypter ce mode d'investissement dans les bois et forêts, voir en quoi ça peut être utile et pour la planète et éventuellement pour notre portefeuille également en qualité d'investisseur. Salut Mathieu. Ouais, bonjour Ismaël, ravi de te retrouver. Yes, avec grand plaisir. Mathieu, toi, tu as un parcours assez atypique, je sais pas, mais déjà assez riche, un cursus, on va dire, scolaire, académique, assez riche, avec pas mal d'engagement du côté, on va dire, du droit peut-être, de la finance, etc., de la gestion patrimoniale. Et après, à titre professionnel, tu viens en quelque sorte, comme je te disais juste avant, un petit peu du monde de la finance. Et aujourd'hui, tu te retrouves ici sur un monde un petit peu plus terre à terre, dans l'économie réelle, peut-être un peu plus connecté, enraciné. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être chez France Vallée? Yes, j'ai une formation moi de droit et financière, ce qui m'a amené dans un premier temps de travailler en salle des marchés, dans lequel je conseillais et vendais des produits actions, enfin des actions même et des obligations. Donc ça a fait une grande partie de ma carrière. Et c'est vrai que je suis aujourd'hui chez France Vallée depuis bientôt 2 ans. C'est une stratégie d'investissement qui est différente aussi, puisque on est aujourd'hui sur des actifs réels, tangibles, durables, puisqu'on travaille en priorité la forêt et la vigne. Mais la forêt, elle sera le cœur du podcast du jour. Et c'est vrai que ce changement-là, moi, il s'est fait par opportunité aussi. Puis c'est une rencontre qui m'a permis d'avoir cette opportunité de travailler pour France Vallée. On reste une société d'investissement, on est une société de gestion agréée par l'AMF. Donc ça reste notre travail, c'est de l'investissement financier. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette dimension d'avoir un actif comme la forêt, qui a un actif vivant, qui a une véritable portée environnementale. Et c'est vrai que notre stratégie de gestion aujourd'hui, elle s'inscrit dans du très long terme avec vraiment des grandes lignes directrices pour du maintien des biodiversités, maintien de la forêt en tant que telle, travail de l'eau, du sol. C'est plein de choses importantes sur lesquelles nous, on a nos équipes d'investissement qui travaillent au quotidien. Ouais, carrément. Et c'est vrai que je pense que c'est pas toi qui va me contredire. Il y a des enjeux, on va dire, sociétals, vraiment très très importantes. On entend parler de partout, du réchauffement
climatique, ce devoir peut-être, cette responsabilité commune que l'on a de prendre les choses en main afin d'accompagner la transition énergétique également. Ouais, c'est un point qui est super important. La forêt, en France, pour donner quelques chiffres, hein, la forêt française, c'est un peu moins de 17 millions d'hectares. Donc c'est un peu plus de 30% du territoire français qui est recouvert de forêt. C'est un actif qui est très grand, qui est très bien géré, puisqu'on est dans le cadre du code forestier. Enfin, donc on a des lignes directrices qui sont dures, qui sont sévères, mais c'est très important parce que, comme tu l'as dit, la forêt, c'est très important au niveau environnemental, hein. C'est le deuxième actif qui capte du CO2 après les océans. Donc c'est un point qui est pas neutre. Et aussi en termes sociétal, puisque c'est beaucoup d'emplois. C'est 440 000 emplois sur la France aujourd'hui. C'est plus que, pour donner une idée aux écouteurs du podcast, c'est plus que la banque, c'est plus que l'aéronautique, c'est plus que l'automobile. Donc c'est un secteur qu'on met pas souvent en avant, qui est pas sur le devant de la scène, mais qui vraiment est pourvoyeur d'emplois très fortement en France. Puis au niveau sociétal aussi, c'est de plus en plus intéressant et de plus en plus important, puisqu'on évolue. Le premier marché qui évolue, c'est la construction. Tu l'as peut-être vu aussi avec les différents promoteurs. Et ce qui est construit autour de nos villes aujourd'hui, dans nos villes et en périphérie, on a beaucoup plus en plus recours aux matériaux bois. Il y a quelques années, c'était vraiment les bardages des balcons qui étaient collés avec du bois. Et aujourd'hui, on revient sur une charpente bois, mais comme faisaient nos aïeux, comme on a toujours fait. On a eu une explosion de l'utilisation du béton à la sortie de la guerre, parce qu'il fallait quand même qu'on ait des matériaux qui soient rapidement utilisables et qu'on puisse vraiment utiliser. Mais aujourd'hui, avec les questions qu'il y a sur l'utilisation du sable aussi, on revient sur le bois comme matériau. Ouais, donc le bois, ça va servir pour la construction, ça va servir éventuellement pour le bois de chauffage. Juste sur cette question, pour rester un petit peu sur le thème de l'écologie, donc encore une fois, il y a eu le rapport du GIEC là, qui était sorti récemment, qui était important là-dessus. Il y a eu la COP, je sais même plus quel numéro, encore une fois, où les accords sont peut-être terminés un petit peu avec des compromis moyen, perdant, au travers de ce qu'on a pu peut-être écouter. Utiliser du bois de chauffage, c'est intéressant parce que quelque part, donc on va utiliser le bois comme ressource, mais derrière on va consommer, polluer. Est-ce que c'est, par exemple, ça serait une énergie intéressante à développer ou pas à tes yeux? Bah, aujourd'hui, sache que le bois de chauffage, c'est la première énergie dite renouvelable en France. 45% de l'énergie renouvelable, ça vient du bois de chauffage. C'est pas la meilleure des énergies renouvelables, parce que comme tu l'as dit, bah, quand tu vas brûler ta bûche de bois, elle va libérer tout le carbone qu'elle a séquestré durant toute sa croissance. En fait, le phénomène de photosynthèse, les arbres ont une croissance parce qu'ils vont stocker du carbone. Bon, après, c'est bénéfique aussi. Il faut pas voir le bois de chauffage comme du mal en disant je libère du CO2, parce que tu vas utiliser du bois de chauffage et en contrepartie, tu n'utilises pas de fuel, tu n'utilises pas de gaz, par exemple. Donc c'est toujours du mieux. C'est pas la meilleure des énergies renouvelables, je dis, mais c'en est une. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui utilisent le bois comme source première d'énergie pour leur domicile, que ça soit des bûches classiques, mais c'est de plus en plus faire des poêles, et c'est du chauffage comme ça à domicile. Donc ça, c'est très très important. Ouais. Ouais, on comprend bien. Encore une fois, c'est pas manichéen, tout blanc, tout noir, et donc ça pourrait être en effet peut-être un peu mieux, mais ça évite de passer par d'autres modes de consommation. Cool. Tu parles du deuxième actif qui capte le plus de CO2 après les océans. Ouais, c'est extraordinaire. C'est la photosynthèse. C'est vrai que c'est un actif, du coup, il faut avoir cette portée de maintenir cet actif comme il est, et même de l'accompagner. Aujourd'hui, les risques qui planent sur cet actif sont de plusieurs sortes. Il y en a deux qui viennent assez rapidement. Je pense que les auditeurs du podcast les ont en tête, c'est les risques de tempête et les risques d'incendie. Donc ça, c'est une chose qu'il faut gérer au quotidien avec... il faut préparer les actifs par rapport à ces risques-là, même si on ne maîtrise pas trop une tempête ou un incendie. Mais le risque aujourd'hui le plus important, et sur lequel il faut être le plus précautionneux, c'est tout ce qui est maladie. Chaque arbre a sa maladie. Il n'y a pas de vaccin. Souvent, on est obligé de procéder à des coupes, puisque un arbre malade va contaminer les autres, et on a certains effets négatifs
des productions qu'on avait mis en place à la sortie de la guerre, quand on avait besoin beaucoup de matériaux de construction aussi. On avait fait beaucoup de résineux à l'époque, sauf qu'on a fait souvent des forêts mono-essence. Mais à l'époque, on n'en avait pas conscience des effets négatifs du mono-essence. On le constate en fait aujourd'hui, oui, quand tu as une seule essence, c'est comme dans l'agriculture, et c'est comme pour un patrimoine financier, il faut diversifier. C'est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les forêts, on fait en sorte que ce soit des écosystèmes où il y a beaucoup d'essences différentes, plus ou moins valorisées en euros. Il y a des essences qui ne sont pas valorisées pour l'investisseur, on peut valoriser, mais qui vont avoir un véritable atout écologique, puisque ça va être des essences qui vont avoir moins besoin d'eau, et donc qui vont permettre à celles qui en ont besoin de pouvoir profiter, de pouvoir vraiment croître comme elles le souhaitent. Donc c'est un point qui est important. Le risque de maladie, il est aussi porté par risque de réchauffement climatique. Enfin, même pas un risque, c'est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, ça va accélérer ce risque phytosanitaire, et c'est vrai que c'est là-dessus où nous, en tant que gestionnaires, et quand on met ces grands ensembles de gestion avec nos partenaires exploitants forestiers sur le terrain, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est accompagner la forêt sur ce changement climatique. Alors, on va pas tout changer, puisque la forêt, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Elle a réussi aussi à modifier et à résister à ces différents changements climatiques. Donc, c'est vrai que là, sur le réchauffement climatique actuel, l'homme a quand même une grande part. Donc, si on pouvait aider un petit peu les différentes essences et les actifs forestiers, portons aussi cette perspective-là pour nos forêts. Ouais, bien sûr, ouais, donc on a une part de responsabilité à rattraper peut-être un petit peu les bêtises qui ont été faites par le passé. Donc, à travers ça, on comprend bien qu'en fait, ce mode d'investissement, et puis on va rentrer détailler un petit peu pour voir plus concrètement comment on peut s'y prendre pour investir, pour développer des bois et des forêts. Mais on comprend bien que en investissant, en développant tout cet écosystème, on participe d'une part à l'économie réelle. Tu as parlé des 400 000 emplois qui représentent plus que les différentes industries que tu as citées. On participe également à faire du bien, entre guillemets, à la planète avec toute cette captation de CO2, mais également on participe à la biodiversité, à régénérer différentes espèces, etc. C'est pour toi un investissement éthique, utile et responsable? Ouais, tout à fait. C'est un investissement qui aujourd'hui, on a toutes ces grandes mises en place d'investissements à impact, d'investissements responsables, aujourd'hui par des portefeuilles actions, des portefeuilles obligations, mais sur lequel il y a du flou aussi, parce que c'est un peu la problématique au niveau financier, de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est les entreprises qui doivent changer d'elles-mêmes, ou est-ce que c'est les fonds d'investissement qui doivent changer leur grille pour pousser les entreprises à changer? Et en fait, pour l'instant, on se pousse l'un à l'autre en disant, tant qu'ils font pas, comment est-ce que nous on peut faire? Nous, c'est assez simple. L'actif, c'est un actif vert. Aujourd'hui, les fonds sont labellisés par un label qui s'appelle le label Greenfin, qui est construit par le ministère de la Transition écologique. C'est le ministère de l'Environnement, c'est son nouveau nom. Et ça a une portée aujourd'hui qui est européenne. Et ça vient, en fait, ce label, il vient marquer que l'actif, c'est un actif vert. Sur la forêt, on n'avait pas trop de doutes, et surtout que notre gestion chez France Vallée va vraiment à un impact positif contre le réchauffement climatique, un impact positif sur le maintien de la biodiversité animale, végétale, sur le traitement des sols, sur la qualité de l'eau aussi, et puis la façon dont on gère tout ça dans nos écosystèmes forestiers. C'est des plans qu'en fait, c'est pour mettre un petit côté légal, et comme ça on parlera après du mode de détention de la forêt si tu veux, mais quand tu fais l'acquisition d'une forêt qui fait plus de 25 hectares, pas non plus très grand, mais c'est la norme en France, quand ça fait plus de 25 hectares, tu dois légalement construire ce qu'on appelle un plan simple de gestion. C'est ni plus ni moins qu'un business plan pour ta forêt. D'accord. Et tu dois expliquer sur les 30 prochaines années ce que tu vas faire. Tu dois expliquer ce que tu vas couper, ce que tu vas replanter, sur quelle parcelle, pourquoi tu fais ça, comment tu le fais. Et ça, c'est suivi par les directions départementales du territoire. Donc c'est très cadré comme point, et c'est indispensable, aujourd'hui. Donc ouais, c'est durable, parce que c'est un actif vert, c'est éthique, en quelque sorte. Il y en a d'autres, hein, des financements qui sont éthiques aussi. On a cette transparence aujourd'hui aussi avec, on sait, par un GFI, mais ça c'est plus les produits France Vallée, où sont les forêts, quels sont
Les compositions des forêts, type d'arbres, leur localisation, leur valorisation, tout ça, c'est très transparent. Ouais. Je te posais les questions, mais j'étais persuadé de la réponse et je partage pleinement. Ça s'entend facilement, en effet, un investissement éthique. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'aborder ce sujet avec toi parce que c'est vrai que j'aime dire que d'investir, c'est bien, de s'enrichir purement financièrement, c'est bien, mais autant le faire dans des choses déjà qu'on comprend, qu'on connaît. De pas jouer à la roulette russe sur des marchés qui peuvent paraître des fois obscurs, marchés secondaires, boursiers, les cryptoactifs, etc. Il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, mais d'autres peut-être un peu plus opaques. Mais d'investir avec du sens, de donner du sens à ces investissements et puis de faire un petit peu, pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi qui nous a quittés récemment, de faire un petit peu sa part. Et même à travers l'investissement, je trouve ça très très intéressant et ça ouvre des perspectives plutôt cool, quoi. On peut investir et avoir un impact réel et en même temps prendre du plaisir. L'investissement dans les bois et les forêts, ça s'adresse à qui? À tout type de particuliers, aux entreprises, un jeune de 20 ans qui commence son premier emploi, euh, qui peut, je sais pas moi, qui a peut-être que 1000 euros d'économie, etc. Est-ce qu'il peut commencer à s'intéresser à ça? Quelqu'un un petit peu plus aisé peut-être. Comment on fait? On se débrouille tout seul. Je rachète la forêt du coin de mon voisin. Il avait des terres avec un bois. Euh, Comment ça se passe concrètement? Et après, on parlera bien évidemment des différentes solutions que vous proposez chez France Vallée. Ben, il y a plusieurs modes de détention aujourd'hui de la forêt. Comme je l'ai dit, tu peux l'avoir en direct. Il y a des agences immobilières, il y a des notaires, tu peux l'avoir de particulier à particulier. Sur le bon coin, tu peux trouver des forêts. Et ça te permet de détenir en direct du foncier forestier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était il y a quelques années, ça existe encore, c'était sous un véhicule juridique qui s'appelle un groupement forestier, un groupement foncier forestier, un GFF. Ce GFF, c'est ni plus ni moins que des sociétés civiles, peut-être l'habitude avec des sociétés civiles immobilières, ça permettait à des sociétés de gestion comme nous de construire des fonds qui étaient ce qu'on appelle diversifiés. Parce qu'à l'intérieur, Mhm. au lieu d'avoir en direct une seule forêt, là tu avais une part d'un fonds qui était investi sur 2, 3, 4, 5 forêts. C'était le début de la diversification. Ça avait ses limites puisqu'on ne pouvait pas communiquer de façon assez large, puisque de par sa structure juridique, on était plus risqué pour l'investisseur, puisque la responsabilité de l'investisseur n'était pas limitée à ses apports. C'est-à-dire que tu pouvais mettre 1000, mais demain, si ça allait pas, on pouvait te demander 2000. Oui, à l'image d'une SCI. Exactement. Et aujourd'hui, il y a un nouveau produit qui a été créé, dont France Vallée était à l'amorce, puisque c'était nous qui avions les premiers, ce qui s'appelle le Groupement Forestier d'Investissement, le GFI, et lui, c'est ni plus ni moins qu'une SCPI qui investit sur les bois et forêts. C'est-à-dire qu'on va avoir de la transparence sur les actifs, sur la gestion, il y a les commissaires aux comptes, il y a un conseil de surveillance, et aujourd'hui, ça nous permet aussi de communiquer assez largement, puisqu'on a cette responsabilité aujourd'hui est limitée aux apports. On a un visa de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. Donc on a vraiment un produit qui est novateur, parce qu'on fait rentrer en quelque sorte l'investissement forestier dans une gamme de produits qui est plus compréhensible, plus simple aussi à voir, et avec un risque qui est moins important, puisqu'il y a quelques années, le GFF, mécaniquement, le risque était très important, alors que l'actif en tant que tel est un actif patrimonial. Aujourd'hui, on est venu coordonner le véhicule juridique avec l'actif pour avoir un véhicule qui soit peu risqué. Il y a peu de performance, mais il y a peu de risque aussi. Donc ça, c'est le GFI. Et le GFI, aujourd'hui, ça permet d'avoir non pas 4-5 forêts, mais plus de 55. Aujourd'hui, il fait plus de 60. Le GFI patrimoine, au moment où on parle, il atteint les 200 millions d'euros d'encours. Donc il va être très diversifié et ça permet pour les investisseurs d'avoir ce portefeuille très très large. Alors on ne va pas être propriétaire d'une seule forêt. D'accord, ouais. C'est le côté affectif. Il y a beaucoup d'investisseurs qui peuvent rechercher la forêt pour cette fibre affective. Donc je ne vais pas être propriétaire de la forêt à la sortie de ma ville ou du village de mes grands-parents, mais je vais avoir cette diversité très forte au sein d'actifs qui sont aujourd'hui français. Et chez France Vallée, nous on travaille aussi à l'échelle européenne actuellement. Donc ça permet d'avoir des fonds qui sont très larges en termes de taille.
D'accord, donc si je comprends bien, on a la possibilité d'acquérir en direct. On va sur Le Bon Coin, on voit, bois et forêt, à côté de chez nous, on se positionne. Il y a des références, il y a des références sur le prix de l'hectare peut-être ou, le prix de l'art, je sais pas comment ça fonctionne un petit peu, pour faire le parallèle un petit peu au prix des mètres carrés qu'on peut retrouver dans l'immobilier par rapport aux villes, aux régions et cetera? Tout à fait, c'est là-dessus où on se base aussi pour les objectifs qu'on met de performance qu'on présente aux investisseurs. C'est qu'il y a un indice qui est construit par les SAFER, donc des organismes de l'État, et qui produisent un indice de l'hectare de forêt en France. C'est le comparable au prix du mètre carré en immobilier. C'est exactement la même chose. Et sachant que comme pour le marché immobilier, il y a différents marchés forestiers. Eh oui. Le prix d'une petite forêt n'a pas la même dynamique que le prix d'une grande forêt qu'on dit d'exploitation, puisqu'on va vraiment travailler la forêt en tant que telle, alors qu'une petite forêt, tu ne peux pas mettre en place cette politique-là dans des plus petites tailles. Donc là-dessus, ça aura effet sur le prix aussi. Le prix de la forêt en France, c'est autour de 4 500 € l'hectare. D'accord. Sachant que ça regroupe voilà, toutes les forêts. Les plus petites, tu vas en retrouver autour de 2 000 € l'hectare, mais c'est vraiment de la petite. Mais là, c'est vraiment du confort, hein, l'acquisition pour plutôt affective, sur lequel tu vas pouvoir aller récupérer un peu de bois de chauffage, chasser pour ceux qui chassent. Aller aux champignons, faire, sa petite balade, faire son sport. Tout à fait. Ouais, et puis souvent, si c'est à côté de ta maison, tu aimes bien aussi avoir ça à proximité. OK, donc là, le particulier, petite forêt et cetera, aller à petit achat coup de cœur, peut-être, voilà, des petits montants. Par contre, il doit faire, tout le boulot lui-même pour entretenir et cetera et cetera. Exactement. S'il y a un incendie, s'il est pas couvert, ça peut être problématique, et cetera, j'imagine. Hem et vous, en se regroupant, par exemple, avec un GFI, ça permet, donc un groupement, forestier d'investissement. Ça permet derrière d'être diversifié tout de suite, de posséder. Tu disais qu'à France Vallée, vous avez près de 90 forêts actuellement? Là, on en a 109. 109, pardon. 109, ouais. On a passé les 100 cette année. Ce qui représente quelle superficie à peu près? Ça fait un peu plus de 16 000 hectares Eh oui, aujourd'hui de forêt. Pour donner une idée, c'est 3 fois la superficie de Lyon. d'accord, 3 fois la superficie de Lyon. Ah ouais, en effet, ouais, ça commence à peser. Un hectare, grosso modo, c'est 2 terrains de football. Un terrain de football, c'est 100 mètres par 50 mètres. Dans les grandes lignes, ça peut varier, mais donc 5000 mètres carrés. Et donc un hectare, pour imager, c'est 2 terrains de football. Donc vous, ça serait l'équivalent un peu plus de 30 000 terrains de football, OK, sur tout le territoire. Français, et là depuis quelques jours en Europe aussi, parce qu'on a fait la première acquisition en Lituanie, sachant que l'Europe aujourd'hui, c'est le même cahier des charges et les mêmes critères qu'en France. On a travaillé pendant 3 ans sur l'investissement forestier en Europe, et on souhaitait retrouver en fait le même cadre juridique, le même cadre d'investissement. Puis on a audité des experts forestiers, des exploitants forestiers, pour vraiment avoir un cadre qui soit comparable à ce qu'on a en France. Dans certains pays, le cadre il est plus strict. D'ailleurs, ça nous a surpris, mais c'est très positif. Et donc oui, c'est aujourd'hui la nouvelle démarche pour les activités de France Vallée, c'est d'avoir l'Europe. C'est pas une marche en plus, mais c'est l'évolution naturelle en fait aujourd'hui de nos activités. D'accord, ouais, d'accord. Et donc dans ces forêts, parce qu'on parle malgré tout d'investissement, ça va être quoi le mode d'exploitation? On voit très bien l'immobilier, on va pouvoir y mettre un appartement pour loger quelqu'un ou un commerce, etc. La forêt, donc tu as déjà évoqué un petit peu en partie l'utilisation du bois pour la construction. Ça va être quoi les différents modes d'exploitation derrière sur une forêt? On va pas faire des accrobranches de partout, par exemple. Non, sachant qu'en plus dans les groupements, c'est exclusivement de la forêt et du foncier. Il n'y a pas d'activité commerciale. D'accord, oui. On pourrait retrouver quand on achète une forêt, il y a un château à côté, donc du coup dans le château on fait un hôtel, on fait de la par l'acrobranche, et puis tous les revenus rentrent dans le cadre de notre fonds d'investissement. Aujourd'hui, nous, les fonds d'investissement, c'est juste de la forêt, donc 95%, 90% des revenus, ça vient de la coupe du bois. D'accord. Sachant que la coupe du bois, elle est faite dans un cadre raisonné, dans un cadre de gestion durable. Nous, on considère il y a 1% de revenus distribués net des frais de gestion, pour les produits France Vallée, mais 1% distribués sur les revenus du bois. Donc c'est un rendement qui est faible, tout simplement parce que la forêt, c'est pas un actif de rendement.
On va pas couper pour couper pour couper. C'est un actif de capitalisation, ni plus ni moins. C'est avec le temps et je pense que c'est assez simple pour les auditeurs de comprendre. Mais si un arbre, vous le laissez pousser, il va croître et il va avoir plus de valeur demain qu'aujourd'hui. C'est la même chose pour votre investissement. Si vous le laissez, l'investissement forestier, dans un horizon de temps long, parce que c'est 10 ans de l'horizon de temps de placement conseillé, d'investissement conseillé, c'est comme de l'immobilier. Eh bien, si on laisse la forêt et les arbres croître, oui, demain, notre investissement aura plus de valeur qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui, à l'image un petit peu, ça me vient à l'esprit. Dis-moi si c'est une bonne analogie, mais dans le marché boursier et les actions, on va avoir certaines entreprises qui vont verser du dividende volontairement 3, 4, 5, 6%, et d'autres qui volontairement ne versent aucun dividende, mais misent que sur la croissance et la croissance de la valeur de l'action. Mm. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais par exemple, Facebook, enfin souvent les GAFA, ils sont assimilés un petit peu à ça parce qu'ils veulent réinvestir. Ils veulent faire de la croissance, donc ils veulent faire croître leur entreprise et donc la valeur de l'entreprise. Et là, ça serait un petit peu le même idée. On n'est pas là pour avoir un revenu conséquent tiré de cette exploitation, mais c'est vraiment une classe d'actifs de croissance et ton image avec cette arme qui se développe, qui pousse cette forêt qui grandit, qui vient à maturité avec le temps est très très bonne. On peut faire cette analogie-là. Ouais, c'est un actif patrimonial, l'actif forestier. C'est un actif qu'on détient sur du long terme, puisque c'est à long terme où on touche les fruits de notre investissement. D'accord, donc concrètement, tu parlais d'une moyenne de, je crois, de 4 500 ou 5 000 euros de l'hectare en moyenne avec toutes les disparités. Si aujourd'hui on fait une acquisition d'1 hectare par l'intermédiaire du fonds pardon, GFI France Vallée, donc une valorisation grosso modo à 5 000 euros de l'hectare, on peut penser peut-être que dans 10 ans, 20 ans, cette valorisation sera supérieure. C'est bien ça, cette idée de placement de croissance, hein. Exactement. Pour donner l'indice d'évolution du prix de l'hectare de forêt, depuis 25 ans, il a évolué de 3% par an. D'accord, ouais. Donc, c'est moins que l'immobilier, mais ça reste une performance. Sachant que c'est un actif patrimonial, il y a peu de volatilité sur cet actif-là. Il ne va pas avoir beaucoup de hauts et bas année après année. C'est quelque chose qui est assez stable, mais qui progresse de façon assez prudente. Mais c'est pour ça que on le classifie en tant qu'actif patrimonial, puisque ça va faire sa performance petit à petit, année après année. Ouais, ouais, exactement. Et puis on verra par la suite. Et puis je l'avais déjà évoqué lors des émissions. Ça peut être aussi fiscalement une arme très très intéressante d'investissement qui peut faire du bien au portefeuille et en quelque sorte démultiplier un petit peu l'effet de ce rendement. On peut y retrouver sur d'autres plans aussi. Vous gérez donc ces 109 ou 110 forêts. Vous avez donc pas d'exploitation commerciale. Est-ce que vous ciblez un type de bois ou de forêt particulier, une essence particulière? Comment vous fonctionnez? C'est quoi votre philosophie? L'idée là-dessus, c'est, comme je te l'ai dit, le premier des marchés, c'est le marché de la construction. Donc, les forêts qu'on va rechercher, c'est des forêts dont le bois, ce qu'on qualifie du bois d'œuvre, c'est du bois qui va partir à la construction. C'est ce qui va être le premier point de départ. Sachant que nous, une forêt, on va la regarder sur plusieurs critères. Et il y a 3 critères qui sont les plus importants pour nous, c'est quel type d'arbre, Mhm. sur quel sol et avec quel climat. Et ça, c'est le trio qu'il faut garder en tête. Si vous avez des essences de qualité qui sont à même à résister au réchauffement climatique, sur un sol de qualité, avec le climat qui correspond, bah là, vous avez tout pour avoir une croissance durable et avoir un écosystème forestier, une station forestière qui progresse bien et qui vit bien. Si un des 3 me manque, là tout de suite vous allez être un peu dans le dur. La problématique aujourd'hui, ce qu'on a, c'est trouver les bonnes essences dans le bon climat. Et dans certaines régions, on a des sols qui sont moins bonne qualité, sachant qu'un sol, ça se laisse travailler. Nous, on sait qu'on accompagne chez France Vallée, je te l'ai pas dit, mais on a une équipe d'investissement qui va décider des grandes lignes directrices et des plans simples de gestion. Mhm. Et après, on travaille avec des partenaires exploitants forestiers sur le terrain. On travaille avec plus de 70 exploitants forestiers sur le terrain. C'est eux qui connaissent super bien leur territoire parce qu'ils sont implantés un peu partout en France et maintenant en Europe. Et c'est eux qui vont être en fait nos hommes, nos mains, et qui vont travailler sur nos forêts. D'accord, ouais. Aujourd'hui, on les accompagne aussi pour, en parlant des sols, essayer d'utiliser le moins possible de machines pour débarder lorsqu'on fait des coupes, puisqu'on sait que le passage d'un engin lourd sur le sol
ça va le tasser, et c'est vrai que ça prend 15 à 20 ans avant de vraiment bien retrouver sa, sa forme d'origine et ses caractéristiques d'un sol de qualité. Et c'est pour ça qu'on a des parcelles, nous, chez France Vallée, des parcelles de jeunes pousses, où ça arrive à moitié de maturité, où il y a pas, l'homme ne passe pas, il n'y a pas de machine qui passe, parce qu'en fait, on n'a rien à faire. La nature fonctionne, il faut faire un suivi, il faut être vigilant, mais là-dessus, c'est du, c'est la bonne gestion durable et à long terme qu'il faut mettre en place. Donc, c'est là-dessus on va vraiment travailler. Ok, d'accord. Ouais. J'ai mon beau-frère qui travaille chez Alliance Bois-Forêt, là du côté de Cahors, à Francoulès. Et justement, c'est son métier peut-être que vous travaillez avec indirectement. Mm. Et justement, c'est son métier de faire ce travail de gestion fine au quotidien sur les parcelles pour voir quel arbre peut-être est en maladie, comme tu le disais, etc., etc. Et le cas échéant, peut-être de l'éliminer ou alors de faire alors je sais pas si c'est les bons termes, hein, mais des éclaircies, des coupes d'éclaircies pour laisser pousser d'autres arbres qui auraient besoin de lumière pour la croissance, etc., etc. Ouais. Et avec une gestion fine et en effet un œil de terrain à viser. Et donc ça, vous vous entourez de ces personnes. Vous travaillez peut-être avec l'ONF aussi, etc., j'imagine. Ouais, ouais, avec la société forestière aussi, qui est l'émanation de la Caisse des dépôts, qui est l'État aussi, avec beaucoup d'exploitants sur le terrain. Ils ont cette connaissance du climat, ils ont connaissance du territoire, ils savent comment aussi nous apporter ce regard sur les lignes directrices, et puis sur les coupes aussi, c'est important, parce que comme tu l'as dit, la coupe d'éclaircie, c'est très important, parce que tu peux avoir une parcelle, tu auras des arbres qui sont à maturité, qui ont une belle croissance, peut-être pas les meilleurs, mais en dessous d'eux, tu vas avoir des jeunes pousses, et ces jeunes pousses, il faut leur donner la lumière aussi. Donc, de temps en temps, on va couper un arbre qui est arrivé à maturité, tout simplement pour permettre à 5-6 en dessous de poursuivre leur croissance. Et c'est eux qui, en quotidien, sur ces stations forestières, vont dire, vous aviez prévu de couper tel arbre, tel arbre, tel arbre dans le plan simple de gestion, je pense qu'il faut changer, il faut couper celui-là, 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 parce qu'en fait, en dessous, c'est plus propice, on a des jeunes pousses qui ont bien poussé sur les 2 dernières années, et il faut les accompagner. Et donc, du coup, on change aussi. C'est ce double regard qui est très important pour nous sur le terrain. Ouais. Ok, cool. Tu parlais de volatilité, donc du coup, c'était une classe d'actifs, l'investissement dans les bois et forêts plutôt stable, plutôt sécure, entre guillemets, assez prévisible. Si demain, on voit, tu parlais du réchauffement climatique, on entend tous les étés, ça fait les grands titres, il y a des incendies, des hectares et des hectares qui partent en fumée, des tempêtes, éventuellement, tu peux t'évoquer les parasites. S'il y a une parcelle qui est décimée, j'imagine bien que la valorisation de cette parcelle va en quelque sorte s'effondrer. Quand tu parlais de cette volatilité qui était stable, c'était en prenant en compte l'ensemble de vos actifs. Tout à fait, ouais. C'est l'ensemble des actifs, sachant que pour les risques en tant que tels, dans notre stratégie de gestion chez France Vallée, sur la partie tempête et incendie, on va toujours assurer nos exploitations. Sachant qu'on va assurer non pas l'ensemble de la station forestière, mais ce qui a plus de valeur, c'est-à-dire le bois sur pied. Sachant que sur une tempête, les arbres vont être couchés, mais on va toujours pouvoir vendre le bois. On peut avoir un effet négatif sur le marché du bois parce qu'il va y avoir beaucoup d'offres avec une demande qui va être à peu près ISO, mais tu vas avoir beaucoup d'offres du fait de la tempête. Bon, si c'est une tempête nationale, si c'est une tempête locale, c'est pas très 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 grave, puisque tu vas avoir quelques forêts touchées, mais vu que la demande elle est aujourd'hui nationale, voire européenne et mondiale, tu arriveras à vendre ton bois. Il faudra replanter, ce sera des frais qui seront sur une année beaucoup peut-être plus importants, mais avec les polices d'assurance, tu peux t'y retrouver. Le feu, c'est pareil. Aujourd'hui, l'incendie, on en parle beaucoup, puisqu'on voit des incendies en région PACA, en Corse la plupart du temps. Il faut savoir que dans ces régions-là, aujourd'hui, on n'a pas les feux qui sont souvent mis en avant, qui sont des feux en Californie ou en Australie, qui sont les feux qui sont totalement différents des nôtres, puisque déjà on n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes vents. Ça peut arriver avec le réchauffement climatique, faut pas l'oublier. On n'a pas non plus la même gestion de la forêt, parce que dans certains pays, aux États-Unis surtout, le feu a été vu comme une gestion, en fait. Il n'y avait pas de taillis. Si tu vas dans le sud de l'est de la France, si tu es propriétaire de quelques hectares, ou même tu as un jardin assez important, les pompiers vont passer te voir en te disant là, vous avez du taillis, il faut le couper, en fait. Vous devez entretenir, puisque pour nous, le feu n'est pas une gestion, c'est une gestion de l'homme, de la forêt. Donc, c'est aussi ces différences-là. Mais
Mais en tant que feu, c'est souvent des jeunes pousses qui vont brûler. Et les jeunes pousses, c'est ce qui a le moins de valeur. Donc il faut replanter. C'est des charges qui vont être plus importantes sur certaines années, mais on va pouvoir gérer. Le risque de maladie, celui-là, on peut pas le gérer. Donc là, les réponses, ça va être de la diversification pour l'investisseur. Si on a une forêt qui est touchée, bon, si elle est mono-essence, là, ça va être compliqué. Mais si on a une diversité d'essence, bien sûr, certains arbres malades, et si on a plusieurs arbres de la même essence sur notre forêt, mais dispersés, eh bien on peut, si on agit rapidement, aussi contrôler la propagation de cette maladie-là. Donc c'est intéressant. Ouais, donc on joue sur la double diversification. D'une part, vous êtes investi sur différentes parcelles sur le territoire, bien entendu, et en plus sur des parcelles qui sont elles-mêmes diversifiées. Tout à fait. Voilà. On a fait un petit peu le tour de ça. Les bois et forêts, on l'avait évoqué encore une fois, comme je te le disais, dans un épisode sur l'héritage, la transmission. Investir dedans, on peut dire que c'est préparer l'avenir entre guillemets de nos enfants. J'aime bien cette image avec le temps long, etc. Mais c'est également préparer l'avenir de nos enfants aussi d'un point de vue transmission, et notamment avec une fiscalité qui est avantageuse à ce titre, et même à titre individuel pour l'investisseur. Il y a différents dispositifs qui s'appliquent. Tout à fait. Tu peux développer peut-être un peu ces différents points? Bah, souvent, on dit qu'une forêt, tu la plantes pas pour toi, mais tu la plantes pour tes enfants et tes petits-enfants. C'est eux qui vont vraiment voir les fruits. Aujourd'hui, moi, j'ai 32 ans. Si je commence à planter une forêt, bah, au moment de ma retraite, je verrai un peu comment ça a poussé, mais ça va être mes enfants, mes petits-enfants qui vont vraiment voir comment ça se fait. Donc ça, c'est cet horizon de temps long qui est important et qui est pris en tête aussi par le législateur et par Bercy sur la construction des abattements. Sur le parti fiscalité aussi, il y a des aides qui sont faites. Il y a un régime fiscal qui est bien défini pour la forêt, tout simplement parce que l'État ne peut pas, en tant qu'investisseur, mais soutenir toutes les forêts en France, a besoin d'un relais des investisseurs privés. Et de ce sens, il sait que de par la rentabilité que je t'ai présentée, hein, quand tu as 1% de revenus distribués par an, c'est pas non plus, c'est pas énorme. Et donc, du coup, l'État met en place des mécanismes fiscaux pour inciter à l'investissement en forestier, pour maintenir un degré d'investissement année après année dans l'actif forestier pour vraiment lui donner toujours cette préparation pour le futur. Donc il y a différents leviers qui sont mis en place sur l'investissement forestier. Le plus important, c'est celui dont tu as parlé tout à l'heure, c'est sur l'abattement, sur la transmission. En fait, l'abattement sur la transmission, c'est un amendement qu'on appelle amendement Monichon, qui date des années 1930. C'est un amendement assez simple, qui a une sorte de bon sens paysan là-dessus, c'est qu'on va bénéficier de 75% d'abattement sur les droits de mutation. C'est-à-dire que ce qui est détenu en forêt va être fiscalisé que pour 1 sur 4. Cette idée-là, c'est aussi parce qu'en France, on va fiscaliser la plupart du temps, on fiscalise la propriété, mais on va fiscaliser surtout les fruits de la propriété. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand tu prends une forêt, c'est pas toi qui vas toucher les fruits, mais ça va être les générations successives. Et oui. Et depuis 1930, l'État sait que on va pas fiscaliser plusieurs fois une génération pour un seul fruit, on va fiscaliser en fait la seule génération qui va toucher les fruits. C'est pour ça qu'il y avait cette idée de 1 pour 4, c'est mes arrière-petits-enfants qui vont vraiment toucher les fruits de ce que j'ai fait. D'accord, donc quelqu'un qui a 100 000 euros dans un GFI, par exemple, demain, lors de sa succession, il n'aura qu'un quart, 25 000 euros, qui rentrera dans l'assiette successorale pour les héritiers. Ouais, si ce GFI est investi à 100%, ouais, c'est ce qui mettra, parce que aujourd'hui, nous, dans la construction, nos produits sont pas investis à 100%, donc on n'est pas réellement à 75 000 euros d'économie réalisée pour 100 000 euros, puisqu'on a une partie liquidité qu'on garde à l'intérieur des produits, pour que ça soit facilement mobilisable et pas facilement cessible, en fait, parce qu'il n'y a pas de second marché, mais on fait des augmentations et des réductions de capital. L'argent est fongible, donc ça nous permet d'avoir un produit qui soit facilement aussi vendable par les héritiers. Mais c'est vrai que cet atout-là, il est très fort dans la construction patrimoniale des investisseurs. Mais aujourd'hui, de par les règles, la réglementation qui existe, quand vous avez plus de 70 ans en France pour faire l'investissement financier, il y a beaucoup de produits qui ne vous sont plus destinés. Et arrivé à 70 ans, on n'a pas fini de vivre, loin de là. Mais du coup, l'investissement forestier, ça permet aussi de transmettre une partie. Ça vient
c'est une clé de plus dans la stratégie patrimoniale des investisseurs, avec ce qui est possible de faire en assurance vie, avec ce qui est possible de faire en démembrement immobilier. Donc, c'est une des clés. Ok, d'accord. L'autre point qui nous concerne aussi, et plus cette fin d'année, parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, on est au milieu du mois de décembre, c'est tout ce qui existe sur les réductions d'imposition sur le revenu. La forêt et les GFI, ce sont des entreprises sylvicoles. Donc, c'est une PME qui travaille l'actif sylvicole, et de ce fait, il y a une réduction d'impôt qui existe sur ces PME, sachant qu'il y a un autre dispositif aussi qui s'applique, lui, bien seulement à la forêt, qui s'appelle la loi DEFI. Mais nous, aujourd'hui, chez France Valais, on fait le choix de tout ce qui touche les PME, puisque c'est des plafonds qui sont plus importants, c'est un taux de réduction qui est plus important aussi, donc c'est vraiment pour l'investisseur. Mais c'est cette double clé au niveau de l'imposition et des leviers fiscaux pour l'investisseur qui sont donnés par l'État, puisqu'ils veulent maintenir un investissement régulier dans les actifs forestiers, qu'on maintienne vraiment en état nos actifs forestiers qui est très très grand, comme je te l'ai dit en introduction de ce podcast. D'accord, ouais, donc ce deuxième point, c'est l'IR-PME, l'IR Madelin, donc avec 25% de réduction par rapport à l'investissement fait. Je crois qu'il y a un plafond peut-être de 10 000 euros. Ouais, ce qui permet aujourd'hui, pour parler là, c'est vraiment pour parler des produits France Valais, mais c'est qu'à partir de 1 000 euros d'investissement dans un produit forestier, tu reçois 250 euros de réduction d'impôt. Donc tout ça, c'est nos différents plafonds. C'est des plafonds de versement, c'est limité à 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 euros pour un couple, et tu as des plafonds de monte des niches fiscales à 10 000 euros, dans lesquels on va retrouver aussi, si on fait du Pinel, si on a des emplois à domicile, si on a des aides autres, c'est tout ça dans la même niche fiscale. D'accord, donc chez France Valais, vous avez des tickets d'entrée à partir de 1 000 euros, mais quelqu'un qui mettrait jusqu'à 10 000 euros aurait ses 2 500 euros de réduction d'impôt avant la fin de l'année. Il peut même mettre, s'il a vraiment pas d'autres dispositifs fiscaux, s'il met 40 000 euros, il a 10 000 euros de réduction d'impôt, et il rentre dans le cadre de ces 10 000 euros de réduction, et dans le cadre des niches fiscales à 10 000. Donc, ouais, c'est assez important comme mécanisme fiscal. Ah oui, d'accord, oui, les 10 000 euros, c'est pas par rapport à l'investissement, c'est par rapport au montant de la réduction maximum. Vu que ça représente un quart, on peut investir jusque 40 000 euros pour bénéficier de ça. Oui, donc c'est quand même assez intéressant pour des personnes qui commencent potentiellement à être sur des tranches marginales d'imposition, peut-être à 30%. Là, ça va pouvoir être aussi intéressant pour ces personnes-là. Donc au final, c'est accessible à tout le monde parce que tu le dis, l'investissement, il est accessible à partir de 1 000 euros déjà. Donc ça reste une enveloppe quand même assez cool, assez smart. Et en même temps, il y a quand même cet atout sur le moment de cette réduction fiscale et éventuellement en fonction après des produits avec les critères, etc. au niveau de la transmission. Ok, donc ça vient contrebalancer un rendement qui peut paraître peut-être un peu plus faible, mais bon, après, en dehors du rendement, il y a également le fait d'investir dans quelque chose qu'on croit, qu'on souhaite développer, qu'on a envie de développer, investir avec du sens. Ok, c'est quand même assez intéressant. L'épisode, là, en effet, on l'enregistre en cette fin d'année 2021, mais il sera publié en ce début d'année 2022. Donc, vous avez 12 mois pour profiter de ces abattements fiscaux pour celles et ceux qui souhaiteraient investir et sauter dans le grand bain. Vous proposez en permanence des produits ou c'est, votre fonds il est ouvert au quotidien ou c'est lors de nouvelles acquisitions, etc. Vous faites des appels de fonds ou... Non, c'est aussi la nouveauté de ces produits-là, c'est qu'ils sont ouverts pour une durée statutaire de 99 ans. Donc ils sont appelés à durer, et c'est des fonds que, à la différence d'autres solutions où il y a un intérêt fiscal, mais il y a aussi une période liquidative qui est prévue, c'est des fonds qui peuvent être conservés pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans par les investisseurs. Aujourd'hui, ça s'inscrit vraiment dans ce côté long terme. Ça va être des fonds qui, sur la partie fiscale, si les auditeurs vont chercher, ils verront des fonds avec des numéros, puisqu'on est limité en fait par une règle voulue par Bruxelles sur le montant d'encours de ces fonds-là. Donc nous, on va créer des fonds de tel encours, puis petit à petit, on va les fusionner, ces fonds-là, pour avoir toujours ce qu'on recherche, c'est des fonds de grande taille, avec beaucoup d'actifs différents, pour avoir cette grande diversification
pour les investisseurs, c'est vraiment la base de notre travail, c'est d'avoir les actifs les plus diversifiés possibles. C'est vraiment ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, sinon, oui, il y a certains, les plus gros fonds, eux, sont ouverts et puis ils sont toujours disponibles pour les investisseurs. Ouais. On veut que ça soit des solutions qui soient disponibles tout au long de l'année et pas simplement des one-shots de temps en temps. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Ouais, ouais, super intéressant. Et c'est vrai que sur votre site, là, vous proposez, c'est assez bien fait, les différents produits en Mm. fonction avec des tickets d'entrée plus ou moins grands. Et donc, il y a bien celui à partir de 1 000 euros. Sachant on conseille également aux investisseurs d'évoquer ces solutions-là avec leurs conseils, des banquiers, des conseillers en gestion patrimoniale. C'est dans ce cadre-là, il faut avoir vraiment le cadre large de son patrimoine, puisque nous, on est société de gestion agréée par l'AMF, mais on ne fait pas de conseil financier. Nous, notre développement, il le fait avec ses conseillers financiers. Et donc, il faut avoir aussi cette réflexion avec ces conseils pour savoir comment est-ce qu'on module, combien je fais, pourquoi, comment, quoi. Bien sûr, dans une optique de gestion patrimoniale globale. Ouais, Et par exemple, vous travaillez, il me semble, avec Marc-Antoine Noiret, avec qui j'ai eu le exactement. plaisir de faire une émission, l'épisode 23, sur la finance solidaire, justement, et qui, lui, est donc conseiller gestion patrimoniale vraiment axé sur la finance solidaire d'une façon générale. Et donc, ça peut être un bon intermédiaire pour pouvoir voilà, faire un petit état des lieux, un petit check de sa situation. Est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants, dans quel dispositif on peut tomber, en fonction de ce qu'on a déjà comme classe d'actifs, est-ce qu'on est déjà engagé dans l'immobilier, etc. Tout à fait. Et Ouais. le fait d'avoir une vision comme ça, 360 degrés, après on peut être orienté et éventuellement déterminer des poches d'allocation pour venir investir avec vous, ouais, dans une démarche comme ça un petit peu globale. Ouais, tout à fait. C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est toujours cette idée de toute façon, c'est l'idée pour tout bon investissement, c'est la diversification. Donc, Mhm. c'est l'investissement forestier, c'est une brique supplémentaire dans ce qui est possible de faire pour un investisseur français. Ouais. Cool. Au niveau de France Vallée, vous fonctionnez comment d'un point de vue rémunération? Parce que bon, comme tout le monde, vous travaillez pas pour rien, j'imagine. Est-ce que donc il y a des frais à l'entrée, des frais de gestion, des frais de sortie? Comment ça se passe sur la durée de détention de ça? Et comment on fait l'investisseur? Une deuxième question par la suite. Je sais pas, moi je prends une part dans le GFI et dans 10 ans. J'ai besoin de liquidité, peu importe la raison, une voiture, financement des études, des enfants, etc., etc. Comment ça se passe pour sortir? OK. Beh, l'investissement forestier, il est, encore une fois, on le compare à l'investissement, immobilier. Comme pour l'investissement immobilier, l'investissement forestier, la majorité des frais sont pris à l'entrée. Sur nos produits, il y a 10 de commission de souscription. Qui vont revenir, parce qu'on a cette capacité aussi, comme pour les SCPI, de dire à un investisseur aujourd'hui: «Je rentre à un prix de 100, je paye les frais et je suis demain à une valeur de retrait de 90». Heu et là-dedans, après, vous avez des frais de gestion à l'année, mais ils sont perçus avant la distribution des revenus, donc avant les 1 qu'on évoquait ensemble. Et il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais de surperformance, c'est vraiment, tout à l'achat, qui est fait. Sachant que, dans les frais de gestion, on va avoir les frais de nos exploitants, forestiers, les frais d'expertise, des choses comme ça, les frais d'acquisition qui vont rentrer aussi, mais c'est comparable. Les 10 de commission de souscription, c'est comparable à des frais de notaire que tu peux avoir sur de l'IMO, si tu rajoutes aussi, Des frais d'agence, etc. Ça peut même dépasser avec des frais de courtier. Et éventuellement, ça peut même encore aller un peu plus loin, plus les frais de garantie, les frais de dossier, etc., etc. Ça peut représenter pas loin de 20%. ouais, mais dans l'idée, c'est pareil. C'est la majorité des frais, d'ailleurs pour nous, en tant que société de gestion, et les investisseurs le voient dans les comptes rendus d'AG et dans tout ce qu'on met en place dans nos politiques de gestion et de transparence de notre gestion. Les frais sont très importants lorsqu'on crée des fonds et lorsqu'on fait les premières acquisitions. Après, sur le cycle de vie, ces frais-là ont tendance à réduire en termes de proportion. C'est toujours les mêmes en absolu, mais en relatif, ils deviennent de plus en plus faibles, plus le fonds devient grand. D'accord, ouais, très très bien. Et par contre, il n'y a pas de frais à la sortie si pour X raison la parcelle était valorisée, encore une fois, je reprends cet exemple de 5 000 euros l'hectare, et pour X raison, demain, après-demain, c'est valorisé à 10 000 euros l'hectare, il n'y a pas de frais sur la sortie, ni de Non. frais sur la plus-value pour vous, de votre part, etc., etc. Exactement.
Ouais, et sur la liquidité, puisque tu en parlais tout à l'heure, Mmh. les fonds aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle à capital variable. Mmh. Donc on n'a pas besoin de trouver un investisseur X ou Y pour racheter les parts de la personne qui souhaite sortir. En fait, on va procéder à des réductions de capital. On fait des augmentations de capital avec les nouveaux investisseurs, on fait des réductions de capital avec ceux qui souhaitent sortir. D'accord, donc l'investissement n'est pas bloqué. Du coup, Mmh. techniquement, on peut Mmh. sortir un petit peu comme on veut, on peut récupérer Tout les à fait. fonds. Bon, j'imagine qu'il y a des démarches administratives, et cetera. Oui, il y a du retrait, mais en l'état actuel des choses, puisque Mmh mh. vu qu'on garde, en plus, on a cet argent qui rentre du fait de notre collecte, on a toujours 10% de liquidité à l'intérieur du fonds. Donc ça permet aussi d'avoir un actif qui soit rapidement mobilisable. En l'état actuel des choses, il faut 48 à 72 heures pour sortir d'un GFI. Hem c'est plutôt intéressant. Pour revenir sur la détention, comme tu disais tout à l'heure, oui, on peut sortir à tout moment. Il faut juste se souvenir, qu'il y a des conditions de détention, particulièrement quand tu reviens et quand tu as investi dans le cadre de l'IRPME. D'accord, oui. Mmh. Dans le cadre de l'IRPME, il y a 2 durées et nous, on conseille, la 2e, hein, c'est une durée de détention de 7 ans, parce qu'au bout de 7 ans, tu peux sortir, à capital variable. Tu peux aussi, s'il y a vraiment besoin, sortir au bout de 5 ans, mais là, c'est une cession de gré à gré. Donc nous, en tant que société de gestion, il faut qu'on crée un carnet d'ordre et on va trouver monsieur X pour venir, échanger. Mais ça, c'est pas des dispositifs propres à France Vallée, c'est vraiment les dispositifs de la loi. C'est la loi IRPME qui met ces conditions-là. Ouais, d'accord. Donc techniquement, France Vallée, on peut sortir comme on veut si vraiment on a besoin. Par contre, on perdra l'avantage fiscal. Mais voilà, mais vraiment en cas de coup dur, ça reste quand même disponible. C'est pas la solution la plus un peu à l'image du PEA, hein. Quand on l'ouvre, si on clôture avant les 5 ans, ben on perd les avantages fiscaux inhérents Ouais. au PEA. Mais par contre, les titres restent disponibles et ça peut permettre quand même d'investir et d'être sécurisé, même si encore une fois, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, que 10 000 euros d'épargne, ça serait peut-être déconseillé de mettre les 10 000 euros d'épargne dans ce fonds pour toutes ces raisons-là. Peut-être mettre que 10%, 1 000 euros avec un produit, puis après diversifier le reste, garder une épargne de précaution, etc. Toujours ces règles de bon sens Tout à et on fait. en revient à se faire accompagner, encore une fois, dans la gestion de ses finances, de son budget. Euh, Mmh. Ben merci pour tout ça, en tout cas, merci pour la transparence, mais on voit que c'est quand même un investissement, encore une fois, éthique, le durable, responsable, qui se voit sur le long terme, qui est passif pour l'investisseur. Il n'y a pas besoin, moi, si demain je viens, j'investis avec toi, d'aller sur le terrain, de m'occuper des bois, etc. Même si je prendrais plaisir à faire une petite balade. Donc ça reste un investissement passif qui fait sens, qui se voit sur le long terme, avec des dispositifs, notamment fiscaux, qui peuvent être très très intéressants en termes de transmission aussi pour les enfants, les générations futures. Euh, J'y vois beaucoup de qualités. Est-ce que tu pourrais donner un défaut particulier Ça va être vraiment Ça reste liquide aussi, c'est pareil. ça reste liquide parce qu'on travaille sur la liquidité, mais c'est un produit dont la liquidité n'est pas garantie. Elle est assurée par la société de gestion. Donc, il faut avoir en tête que voilà, aujourd'hui, on fait en sorte que ça soit le plus liquide possible, mais c'est pas aussi liquide qu'un marché action, par exemple, que l'achat et de vente d'ETF ou des choses comme ça. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il y a des risques aussi propres, mais c'est le cas de risque-rendement, hein, qui fonctionne. Ça va pas être la perf de l'année. C'est pas ça qui va vraiment apporter de la performance à votre patrimoine. Là, il y a d'autres actifs qui ont plus de risques, mais qui vont vous apporter plus de performance. Ouais, dans cette idée-là, c'est vraiment le défaut possible de l'investissement forestier, c'est que ça va pas être le plus rémunérateur pour vous. Euh, mais en tant que tel, dans une construction de portefeuille, ça a toute sa place. C'est une brique, Ouais, une ouais. brique importante. Et après, même financièrement, moi j'ai quand même la vision, tu parlais d'offres et de demandes, mais on est dans un contexte où, encore une fois, l'écologie au sens large prend de plus en plus de place. J'imagine que vous le ressentez et peut-être d'une façon générale. Les investissements sont de plus en plus nombreux. En gros, il y a une demande de plus en plus forte Forte. sur ce sujet-là. Et donc, par ricochet, avec un raisonnement peut-être simpliste, on peut se dire, ben, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura d'autant plus de demandes et donc mécaniquement, peut-être que les prix vont augmenter un petit peu à l'image du marché immobilier où, Ouais. avec la tension qu'il y a actuellement, etc., ben, les prix s'envolent. Peut-être que mécaniquement, en plus, ça peut être un pari financièrement sur l'avenir intéressant en plus. Exactement. Pour l'investisseur, toujours, on y revient, hein, c'est cette logique à long terme, mais le parallèle avec l'immobilier est bon, puisque à la différence de l'immobilier, le marché, enfin la forêt, c'est un actif qui est cantonné.
Dans l'immobilier, s'il y a un immeuble que tu ne veux plus, que tu n'aimes plus, qui ne correspond plus aux besoins des investisseurs ou des locataires, bah, tu peux le démolir et reconstruire un immeuble à la place. Une forêt, la replanter, c'est-à-dire que tu attends pendant 50, 60 ans pour arriver sur les premiers fruits si c'est du résineux. Et donc ça, cet effet-là fait que la demande, enfin l'offre en tant que telle est cantonnée. Elle évolue positivement, hein, parce que on peut avoir, certains auditeurs peuvent avoir en tête toutes les problématiques de déforestation. Faut savoir qu'en France, la forêt, elle a doublé depuis 1850. Elle croît tous les ans, c'est petit, hein, mais c'est croît entre 0,6 et 0,8% la surface de forêt en France. Donc c'est un actif qui se porte bien. Et donc là-dessus, cette double idée d'une offre cantonnée, une demande de plus en plus forte, puisqu'il y a de la réglementation qui se met en place sur la construction. On revient toujours très souvent à la construction, mais sur les marchés, la construction, c'est de plus en plus une obligation d'utiliser des matériaux qu'on appelle biosourcés. Les matériaux biosourcés, c'est assez simple. Pour imager, c'est tout ce qui pousse vers le haut. Donc ça va être du bois, ça va être de la paille, ça va être du chanvre. Et ça, il y a de la réglementation qui fait que dès le 1er janvier 2022, l'État, qui est un des premiers constructeurs, veut des règles qui soient strictes. Et ça, on en a de plus en plus. Le problème, c'est que si on veut utiliser le bois, il fallait avoir cette idée-là il y a 50 ans. Il faut aller un peu plus vite. Donc, il va y avoir une pression sur les prix, sur l'actif, sur le bois, en tant que matière première. Parce qu'après, les autres marchés, on en a parlé de l'énergie, avec le bois comme matière à énergie, mais il y a aussi le papier, le carton. La fin du plastique à usage unique qu'on a eu, qui est une sacrée avancée, hein, quand même, de plus utiliser de gobelets en plastique, de sacs plastiques, c'est quand même une bonne chose, et de plus en plus on voit le consommateur aller vers du papier, du carton. Aujourd'hui, l'essor du e-commerce fait que le carton et le papier, c'est super demandé aussi à travers le monde. Il y a des évolutions à faire, le carton ça se recycle, pas super bien de temps en temps. La pâte à papier, c'est pas une des meilleures industries aussi. Ça reste une bonne matière, mais il y a des structurations. Pour faire du papier, ceux qui habitent dans les Landes, par exemple, peuvent le voir. Il y a des contraintes pour créer du papier. Donc il y a toutes ces réflexions aussi à apporter dessus. Mais en tant que matière, ça va être demandé. Ouais, ouais. Mais du coup, ça va nous permettre, plus ça va être demandé, plus il va y avoir aussi les regards qui vont être portés sur ces industries-là, plus on va se transformer pour rendre les choses encore plus vertes, et c'est intéressant. De toute façon, on va aller. Moi, je suis un éternel optimiste. Pour moi, on va toujours aller vers le mieux. Donc, ça va prendre du temps, mais les mentalités changent très très rapidement. Nous, on l'a vu en tant que société de gestion quand on présentait l'actif forestier. Depuis mars 2020 jusque là, décembre 2021, la façon dont les investisseurs et les Français évoluent leur façon de penser, ça va très 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 vite. Donc c'est plutôt cool. Ouais, exactement. Je pense que ces différentes périodes de confinement successifs ont permis peut-être aux uns aux autres de se poser des questions, de se recentrer, de enraciner encore une fois, hein, pour rester dans dans le thème du jour, et de porter, de faire les choses peut-être avec un peu plus de sens, un peu plus d'éthique aussi. Bah écoute, en tout cas, tu m'as donné envie d'investir. J'avais déjà investi un petit peu dans la transition énergétique, notamment à travers l'endosphère de Laure Verhaeghe, la fondatrice, tu connais certainement. J'avais réalisé un épisode, l'épisode 17 avec, et j'ai pas encore investi dans les bois et forêts. Je n'ai pas hérité non plus. On m'a rien transmis de ce point de vue-là. Mes parents, grands-parents ne détenaient pas de bois et forêt. Donc, oui, ça donne envie. Est-ce que pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui souhaiteraient investir pour ce début d'année justement 2022, belle résolution, tu pourrais, avec France Vallée, peut-être proposer un petit geste commercial, quelque chose? Tout à fait transparent, on n'a pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que on peut mettre en place quelque chose pour les investisseurs qui viendraient via le podcast, pour eux, s'ils viennent nous contacter en direct, mais même d'aller voir leur conseiller en gestion patrimoniale, de dire que ça a aidé, et là on pourra mettre des choses en place sur cette politique-là. Ouais, tout à fait. On peut pas dire 1%, 2%, 3%, un montant. Non, non, parce qu'en plus aujourd'hui, sur les commissions de souscription, sur les frais en tant que tels, les frais sont les mêmes pour tous les associés. Il y a un principe d'égalité entre les associés.
C'est-à-dire que je rentre, je paye 10%, mais comme mon voisin, et en fait, on vient aussi, par cette façon-là, égaliser le fait que les premiers qui soient arrivés dans le fond aient, d'une certaine façon, des frais qui soient plus importants. En fait, aujourd'hui, ce principe d'égalité, il est très fort parce que ça me permet de dire que demain, si je veux sortir, ben, je sors, mais qu'avec cet effet de ces 10%. Je suis pas à -20, -25, -30 parce qu'en fait, il n'y a pas de forêt, parce qu'il y a plein de frais et c'est pour ça qu'il faut l'avoir en tête. Mais on pourra faire quelque chose, il faudra réfléchir et les auditeurs te recontactent, me recontactent, ça sera bien, pas de souci. Exactement. Bon, ben c'est sympa, Mathieu. Du coup, avant de conclure, chez France Vallée, vous exploitez, vous êtes aussi présent sur le domaine de la viticulture. Alors vraiment très très rapidement, ça m'intéresse d'aborder. On va pas repartir sur 1 heure là-dessus, même si j'aimerais bien, mais je sais que tu as un emploi du temps assez speed aujourd'hui. En 2 mots, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des parallèles par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de parallèles avec l'investissement forestier, l'investissement viticole. Il y a beaucoup de parallèles pour dire qu'on a un actif viticole français qui est super développé. On a un actif qui est unique au monde. On a quasiment toutes les régions de France ont du viticole. Et ça, c'est assez incroyable. On produit des produits qui sont de très bonne qualité, qui ont une renommée mondiale. Alors nous, on a une particularité chez France Vallée, parce qu'on va investir qu'en région champenoise. On fait que de l'investissement champenois. Il y a différentes idées là-dessus. C'est que nous, on est une société d'investissement. Comme je te l'ai dit, on travaille beaucoup avec les exploitants sur le terrain, les exploitants forestiers, mais les exploitants viticoles aussi. Et on D'accord. n'a pas la structure non plus pour après travailler tout ce qui est merchandising et vendre du vin. Et le concept même de la région champenoise et du champagne, notre vin, le champagne, c'est un vin d'assemblage, c'est des raisins qui viennent de différentes parcelles, Mhm. de différentes années. Et nous, en fait, on va investir, on va laisser en place un exploitant viticole, et la plupart du temps, fin septembre, au moment de la récolte, on va vendre nos raisins aux grandes maisons champenoises. Et en fait, nous, si nos raisins font demain du Veuve Clicquot, du Dom Pérignon, du Nicolas Feuillat ou autre champagne, en tant qu'investisseur, ça nous importe peu, puisque nous, en fait, on a été payé pour la récolte. Et on s'inscrit, en fait, en région champenoise aussi, dans un équilibre qui est difficile, mais qui existe, entre les exploitants viticoles d'un côté et les grandes maisons du champagne de l'autre. C'est un équilibre qui est mis en place, mais vous avez un prix de l'hectare de vigne en Champagne qui a explosé. On est au-dessus d'10 millions d'euros en moyenne pour un hectare de vigne. Et aujourd'hui, les exploitants viticulteurs, ils ont des problématiques quand ils veulent transmettre eux aussi leur patrimoine. Donc nous, on vient là-dedans. C'est vraiment cette idée du maintien aussi du savoir-faire des viticulteurs champenois. C'est une magnifique région, la Champagne. Et nous, on est très contents d'investir là-bas et d'accompagner ces exploitants-là. D'accord. Et donc, si on souhaiterait également investir avec vous sur ces terrains, ça marche un peu sur le même fonctionnement. Vous avez différents types de produits, un peu comme le GFI. Mm. Vous regroupez, on prend une participation dans le fonds, et sur le même système, il y a un rendement, etc. sur le long terme. Tout à fait. Ok, à partir de 1 000 € aussi. Exactement, ouais, la foncière champenoise, ça va faire 2 000 euros. Aujourd'hui, il y a 8 parcelles différentes en Champagne à l'intérieur du produit. Donc là aussi, la diversification. Euh, Ok. et, et c'est intéressant puisque les parcelles sont pas géographiquement au même endroit, elles n'ont pas la même orientation. Donc même en termes de risque, elles n'ont pas la même orientation par rapport au gel, par rapport à la grêle, par rapport à tout ça. Donc c'est intéressant d'avoir cette diversification encore. Mais c'est toujours la même politique chez France Vallée, c'est d'avoir des véhicules qui à terme sont de taille importante, très diversifiés, pour avoir vraiment apporté tous ces atouts aux investisseurs. Et la plupart du temps à partir de 1 000 euros. Ouais, super. Bah écoute, si on investit, on peut aller sur place et puis goûter le produit fini aussi, ou? Ça, comme je l'ai dit, après, ça va être les viticulteurs qui le font. Donc, on a des exploitants qui travaillent avec nous et qui produisent leur propre champagne. Donc, ça, après, l'investisseur est tout en transparence. Et s'il a envie de passer un week-end en Champagne et d'aller découvrir ces exploitants-là, je pense que les exploitants je suis sûr qu'ils seront ravis de les accueillir et leur montrer le produit, leur produit, sachant que la plupart du temps, ils ont 1 ou 2 parcelles qui sont vendues, même une seule sur l'entièreté. Donc c'est pas le fonds d'investissement ne dire pas toutes les terres, c'est une partie qui va être accompagnée. Et donc faut aller voir à la rencontre de ces viticulteurs-là, découvrir leur savoir-faire, leurs produits. C'est toujours super intéressant de se balader en région française et de découvrir les savoir-faire locaux. C'est top. On en a plein, on peut en profiter.
Yes. Juste un dernier point sur la fiscalité. Je sais pas, on ne l'a pas évoqué, mais c'est pareil pour revenir sur les GFI, bois et forêt, ça rentre pas dans l'ISF, anciennement ISF, IFI aujourd'hui. Oui, c'est ça, il y a une exonération à 100% à l'impôt sur la fortune immobilière, Oui, ok. que ça soit forêt ou viticole. Ouais. D'accord, donc pour celles et ceux qui auraient un patrimoine qui commencerait à être important en termes de diversification fiscale aussi sur ce point. C'est important. Ouais. Ok. Bah écoute, mille merci Mathieu encore une fois pour ce tour d'horizon vraiment intéressant, passionnant autour de ce domaine et encore une fois ça donne envie, en tout cas pour ma part ça m'a donné envie d'investir et avec du sens et d'avoir un impact et de faire ma part dans ce monde pour participer à l'économie réelle et participer à cette biodiversité, captation du CO2, tous les avantages qu'on a évoqués. C'est assez passionnant. Bah, merci à toi Ismaël pour l'invitation. Yes. C'était 1h05 chaleureuse et vraiment très, très sympa de participer à ce podcast La Bonne Fortune avec toi. Yes. À titre personnel, tu as investi sur quelle classe d'actifs, Mathieu? Moi aujourd'hui je suis investi sur des actions. Je suis investi sur de la forêt et du viticole. Ça, c'est lié au métier, mais ouais, c'est plus le marché action. Après, c'est mon historique qui l'a fait. Et puis, aujourd'hui, nous, France Vallée, on est à Paris. Donc, moi, je suis locataire à Paris. J'ai pas l'opportunité de m'être exposé au marché immobilier. Et c'est vraiment là-dessus. Ouais. C'est mes anciens plaisirs. Mais il faut que j'évolue aussi. J'ai 32 ans, donc il faut que j'ai tout ça aussi à construire, toutes ces briques à faire pour mon patrimoine. On est au tout début. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci pour tout et si ça te va, je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui ont pris plaisir à écouter aujourd'hui cet épisode. Eh ben, merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert pas mal de choses sur la forêt. C'est un actif qui est vivant, qui se transforme. Et n'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à voir ce qui se passe, ce qui se dit sur l'investissement forestier, et puis d'échanger avec Ismaël, d'échanger avec vos conseillers financiers, de nous poser des questions. On sera là pour y répondre. C'est un super actif et on est très content de le partager avec vous aujourd'hui. Merci pour tout. Allez, passez une excellente semaine et je vous retrouve dimanche prochain. Merci à tous. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.